Cette semaine à l'émission Sur la ligne de combat, je reçois Gino Savard. Gino est un vétéran des Forces armées canadiennes qui a œuvré pendant 27 ans au sein des Forces. Gino nous racontera ses 5 missions, ces 5 missions qui sont naturellement différentes, mais surtout une qui a changé sa vie. Gino, qu'est-ce qui vous a amené à vous enrôler au sein des Forces armées canadiennes? Mon enrôlement s'est fait d'une façon un peu, je dirais, bizarre. J'avais 16 ans, je suis embarqué dans la réserve au sein du 10e génie. J'étais un petit peu dérangé à l'école. Mon père, peut-être qu'il voyait que que mon avenir dans des grandes sociétés n'était pas là. Puis il a comme vu une annonce d'un journal, puis il a dit, tiens, mon beau Gino, je vais aller te montrer où est-ce que tu vas travailler, puis où est-ce que tu vas passer les 30 prochaines années. Donc, il venait avec moi, puis il m'inscrit, il me faisait des livres pour aller au 10e génie à ce moment-là, qui est au manège militaire. Donc, par la suite, j'ai commencé en janvier 87. Puis ça a été le plus beau cadeau qu'il m'a fait, dans le fond, à cause que c'est la plus belle carrière que j'aurais pas pu rêver. Donc, c'est un peu de même que mon enrôlement s'est fait au sein des forces, car je ne pense pas avoir été en mesure de le faire par moi-même. C'était méconnu, c'était peut-être mal vu à ce temps-là, mais je veux dire, c'était un beau cadeau que mon père m'a fait à ce moment-là. Et dès vos premiers jours au sein des Forces, c'était quoi votre plan de carrière? Mon plan de carrière, c'était de faire une carrière. Mon plan de carrière a toujours été de donner le meilleur de moi-même aux forces, à l'unité avec laquelle je travaillais. Puis lorsque j'allais être appelé à servir, de servir le pays du mieux que je pouvais le faire. Puis compte tenu qu'on était engagé, c'était de répondre à la demande. Parlons de votre première mission. On retourne en quelle année? 92. Et c'était... C'était en Bosnie. On est parti... Mais oui, d'abord, on se prépare comment? Comme première mission. Vous avez quel âge à l'époque? 92, j'avais 22 ans. On est anxieux, on se prépare. On a hâte. J'avais pas de famille, outre mes parents. J'avais pas de blonde, pas d'enfant, encore une jeunesse. On se prépare comment? On a juste hâte de quitter pour aller servir. Car dans ce temps-là, les missions qu'il y avait, c'était SHIP. Il y avait peu de missions. Donc, lorsqu'il y en avait une qui appelait les militaires à y aller, il y avait beaucoup de mains levées. Donc, c'est sûr et certain que tout le monde voulait quitter pour une mission. Puis depuis 92, on aurait dit que les missions n'ont pas cessé de... Donc, il y en a beaucoup qui se sont gâtés là, à venir jusqu'à aujourd'hui. Donc, puis il y en a beaucoup qui ont servi. Mais je veux dire, c'est pour un militaire qui a le goût, c'est facile de se préparer pour une mission à l'âge de 22 ans, qui laisse ses parents en arrière. Mais au-delà de ça, c'est plus facile que ma dernière, jusqu'à avait des enfants. Parlons justement de votre père, par exemple, qui va reconduire son fils de 22 ans pour une mission à Chypre. Pas à Chypre, pardon, en Bosnie. C'est à Bosnie, oui. Il voit ça comment? Est-ce qu'il est un peu nerveux? Oui. Est-ce qu'il est toujours aussi fier que son fils fasse partie de l'armée? Je dirais que oui. C'est sûr que c'était énervant pour la famille, autant la famille proche que les tantes, à cause j'ai senti beaucoup d'amour venant des tantes à ce moment-là également. J'étais le seul de la famille, je vais dire, du côté de mon père ou de ma mère qui s'avait enrôlé dans l'armée. Partir en Bosnie, pour plusieurs, c'était partir à la guerre. Donc, c'est sûr que nos parents sont nerveux. Ils n'ont pas hâte qu'on parte, mais ils savent bien que c'est le choix de carrière qu'on a fait et qui sont fiers quand même de nous autres. Là. Mais il reste que les parents pensent à nous.
Ramenez-nous un peu là, en arrière. C'était quoi la situation Ben, en Bosnie à ce moment-là? la situation en Bosnie en 92, 93, 94, en, jusqu'en 2002, je crois, c'était trois, il y avait la Macédoine, la Serbie puis la Croatie qui se battaient pour le territoire. Donc, les Canadiens étaient casque bleu à ce moment-là. On était appelés à aller sur une ligne sans prendre un choix, mais pour me faire une présence militaire de l'ONU pour que euh, les batailles cessent entre ces trois territoires-là. Il y a eu beaucoup de massacres dans les premières années du conflit, beaucoup de conflits qui amenaient beaucoup de morts civiles. Donc, c'était une mission, je dirais en 92, qui était assez périlleuse malgré tout. Il y a eu des attaques aux mortiers, il y avait beaucoup de mines sur le terrain. Donc, on s'en est dans l'inconnu, mais on était prêt à faire notre bout de chemin. Puis, Vous étiez préparé. on avait un entraînement. Par contre, l'entraînement était beaucoup moindre que les derniers entraînements là, pour l'Afghanistan. Donc, Peut-être qu'on n'aurait pas eu besoin autant, mais on aurait eu besoin peut-être un petit peu plus d'entraînement, peut-être plus de préparation mentale également. Donc, vous, une fois rendu en Bosnie, vous débarquez. Est-ce que vous êtes aussi fringant que lorsque vous avez pris l'avion ici à Québec? Tout à fait. On est fiers d'être rendus. Ça reste des longs voyages. On est fiers d'aller aider un autre peuple aussi. Puis on sent que c'est réciproque à ce moment-là. Donc, on se dit que c'est ça une mission. Donc, on l'apprend bien. Puis on voit que notre engagement au sein de l'armée ou au sein des forces canadiennes est valorisant. Puis il peut aider du monde. Donc, ça, on s'en rend compte immédiatement, là. Et est-ce que ce tour UN-là, est-ce que cette mission-là a été à l'image de ce que vous vous étiez mis en tête, ce que vous aviez en tête avant le départ? Je n'avais pas vraiment d'image. Je veux dire, on est arrivé en 92. On était attaché à un bataillon là, anglophone. Donc, on était une troupe francophone avec un bataillon anglophone. C'était la première mission ou le premier déploiement canadien qui envoyait. Avant nous, il y avait les gens qui étaient encore en Allemagne qui avaient été, mais on les a chevauchés, là, puis c'était la première mission. Mais oui, on est toujours aussi anxieux, puis qu'est-ce qu'on avait à la tête avant de partir? On part avec l'idée d'aider, hein, puis de faire la différence. Et parlons du retour de cette première mission. Au plan familial, par exemple avec vos parents, au plan personnel, est-ce que c'est le même Gino qui est parti, qui est de retour à Québec? Aujourd'hui, je dirais que non. Mais à ce moment-là, je dirais que oui, c'était le même Gino. On ne se rend pas compte qu'on a peut-être un syndrome post-traumatique. On a vécu quand même des attaques aux mortiers. On a vécu de grosses choses aussi. Il y a eu des morts. Puis, lorsqu'on entendait une porte de camion se frapper, j'avais le réflexe de toujours m'accroupir. Donc, en bout de ligne, on se rend compte que les booms, ça nous fait réfléchir qu'on est peut-être encore sur le terrain. Donc, mais on n'était pas éduqués à ça. Le syndrome post-traumatique était peut-être mal vu, était inconnu. Donc, on ne le sait pas. Donc, ça m'a amené, moi, à partir à une deuxième mission, 6 mois après, à la même place. Donc, pour faire sensiblement le même travail, donc ça ne m'a pas vraiment bloqué, puis ça ne m'a pas empêché de rien faire. Et est-ce qu'il y a des gens autour de vous, que ce soit vos proches de la famille, votre mère, par exemple, qui vous a, à un moment donné, essayé de vous dire, ben écoute, Gino, il me semble que tu n'es plus le même ou tu es différent? Ou vraiment, personne n'a vu de différence entre le Gino d'avant et au retour? Je dirais que j'ai pas vu, puis j'ai pas senti de
qui me voyaient différemment. Je ne me suis pas senti différemment non plus. Peut-être que la raison était que je suis arrivé, puis 6 mois après, donc il a fallu que je rembarque sur une petite entraînement. Donc, j'étais revenu dans ma bulle, puis je voulais repartir. Donc, c'est peut-être ça. Puis on n'a pas eu le temps de se rendre compte de rien, personne, à cause on est reparti aussi vite qu'on est revenu. Avant de parler de votre dernière mission, vous disiez tantôt que vous en aviez quand même fait quelques-unes. Oui, j'ai fait 3 missions en Bosnie. J'ai fait 92-93, j'ai fait 94. Ensuite, j'ai fait une en 95 en Bosnie aussi. Puis j'ai fait Haïti en 96. Donc, j'ai eu 4 missions là, sur une période de temps assez courte. Est-ce que la préparation était la même pour chaque mission? Bien, pour la Bosnie, la préparation était différente, compte tenu qu'on commençait à connaître un peu plus où on s'en allait, les défis qu'il y avait devant nous, puis les gens aussi qui étaient comme moi sur ma 3e mission en Bosnie. Je vais dire, on savait qu'est-ce qu'on s'en allait faire, on connaissait les dangers, puis on était prêt à aller risquer en même temps. Et on se prépare comment mentalement? On est jeune, hein? Quand on est jeune, à 23, 24 ans, on en demande, on n'a pas peur du risque, puis le risque devient une adrénaline. Donc, on se prépare on se prépare pas, on le vit. Puis est-ce qu'on voit des gens, des militaires plus âgés qui, au départ, quittent leur famille, leurs femmes, les enfants, et sentez-vous qu'ils ne vivent pas de la même manière que vous? Oui, tout à fait. À la limite, vous questionnez-vous pourquoi eux qu'il y a une si grande douleur à partir? Est-ce que c'est parce qu'ils connaissent plus le danger que vous? Non, pas nécessairement, à cause les sergents ou les adjudants qu'on avait en 92, 93, ils n'ont pas fait de mission plus que moi j'en avais fait. Là, à cause avant moi, c'était Chypre. Ensuite, il y a eu la guerre de Corée, mais les adjudants, ils voulaient y aller sur le terrain aussi. La seule différence qu'avec moi, j'avais pas, c'était les enfants, mariés depuis un X nombre d'années. Donc, c'est peut-être de ce côté-là qu'eux autres se sentaient un petit peu plus interpellés à partir. Mais rendu sur le terrain, ils faisaient le travail aussi bien qu'un genou, pas d'enfant, pas de femme, mais aussi fringant. Et la préparation de votre dernière mission? 2009. En Afghanistan? Oui, très, très différente. On se prépare comment en sachant que c'est... d'abord, vous avez une femme. Est-ce que vous aviez des enfants à l'époque? Tout à fait. 99, marié, 2 enfants. C'est différent de se préparer. Moi, ma mission était un petit peu... Ma préparation était écourtée compte tenu que j'ai remplacé un sergent-major que lui n'a pas pu y aller pour des raisons familiales. Donc, déjà, l'entraînement était commencé depuis quelques mois. Puis, je vais dire, le cadeau de m'offrir l'Afghanistan, ils m'ont demandé si je voulais y aller. Puis, en tant que militaire, je n'ai jamais rien refusé. Donc, là, à ce moment-là, j'ai dit oui. Est-ce qu'on en parle avec sa conjointe avant d'accepter? Oui, on en parle dans le sens que moi, je me suis engagé pour servir, puis j'ai fait 5 missions. Mais j'aurais peut-être pu en parler un petit peu plus avec ma femme pour accepter, sauf que lorsque tu as à cœur t'as à cœur ton pays, puis tu es appelé à servir. Je ne me voyais pas refuser d'aller servir compte tenu qu'ils me le demandaient. Puis l'autre chose aussi qui venait à prendre ma décision là-dessus, c'est que en tant que sergent-major, tu quittes avec un rôle où tu as 150, 160 personnes, où tu es là pour leur donner un support, où tu es là pour les écouter,
où ce que tu es là pour les aviser. Donc là, déjà qu'ils venaient de perdre un sergent-major, je sentais que j'avais le devoir d'aller les supporter, puis moi, de leur enlever la pression là, qu'ils pouvaient sentir à ce niveau-là. Donc, Et on l'annonce comment à sa conjointe? je vais dire, ma femme, elle a toujours été contre les déploiements. Je l'ai rencontrée, j'en avais 4 de fait, donc le pire était fait pour elle. Il en restait une mission à faire, puis ça a été ma dernière. On l'annonce, on essaie de le passer, on en parle un peu, elle est contre. On essaie de la faire, pas faire changer d'idée, mais de faire comprendre. Elle vient à nous supporter d'une façon Parce qu'il faut faire ses de bagages base, pour tout à fait. partir. Oui, puis c'est quelque chose qui n'a pas été facile non plus. Il a fallu que moi, mes valises, je les ai faites le soir lorsqu'elles étaient couchées dans le sous-sol. Je sortais mes valises par la suite, j'allais les mettre dans l'auto, j'allais me coucher, puis le lendemain matin, je partais comme si rien n'était. Elle n'est pas folle, c'est sûr qu'elle devait s'en rendre compte, mais c'était pour moi la façon de faire pour ne pas y mettre un stress supplémentaire. C'était la façon de faire pour non pas y cacher mon départ, mais pour enlever beaucoup de pression là, sur la façon qu'elle voyait la mission. Donc, mon expérience passée, de faire mes valises, je veux dire, ne se sont pas faites comme ça du tout, mais celle-là, je n'avais pas le choix. Donc, je les protéger un petit peu de cette façon-là. Puis, par la suite, c'est le départ pour la mission aussi qui Vos enfants avaient quel âge, Gino, à ce moment-là? moi, en 2009, ma fille avait 7 ans, puis mon gars, il avait 10 ans. Donc, c'était encore des enfants. C'était la première fois qu'ils voyaient partir leur père aussi longtemps en mission en Afghanistan. Ça se parle beaucoup à télé. Malgré qu'ils allaient dans une école où il y avait beaucoup de militaires, puis les professeurs préparaient malgré tout les enfants assez bien à ce niveau-là. Mais la façon qu'on les prépare, c'est. Moi, dans le fond, je leur ai écrit une lettre aussi avant le départ. L'Afghanistan, c'était différent de mes autres missions. Pour une chose, du côté sentiment, c'était une mission différente. Puis autant. Pourquoi? Je trouvais on avait moins le contrôle sur qu'est-ce qui pouvait arriver. Et au sein des forces, lorsqu'ils vous préparaient, on en parlait ouvertement de ces préoccupations-là puis de ce danger-là? Tout à fait, oui. Puis nos chums qui ont fait l'émission en Afghanistan avant nous nous en parlaient, essayaient de nous préparer. Mais je vais dire, on était tellement bien préparés pour partir en mission, mais jamais assez bien pour vivre de telles émotions. Mais d'abord, est-ce qu'on peut être prêt réellement à vivre une mission? Oui, on peut, on est prêt. L'entraînement qui est donné nous rend nous rend moins craintifs, nous donne plus de confiance en nous. On connaît le monde avec qui on s'en va travailler. On apprend à les connaître aussi. On passe beaucoup de temps ensemble. Puis, on se prépare d'une façon, c'est un esprit d'équipe, on part là en équipe. Puis quand je dis une équipe, c'est autant les ingénieurs que les fantassins. Lorsqu'on est rendu sur le terrain, là, c'est une famille, puis tout le monde a besoin de chaque unité ou chaque métier pour avancer, que ce soit des MP, que ce soit le renseignement, l'artillerie. Donc, c'est ça qui devient le fun. Donc, là, on se rend compte que c'est une grosse famille, l'armée. Puis lorsqu'on a besoin, on est là pour s'entraider. Et une fois qu'on arrive en Afghanistan, est-ce que c'est ce à quoi on s'attendait? C'était la première fois. La première fois que j'ai mis le pied sur une marche en débarquant de l'avion, je me suis dit, c'est moi ou c'est eux.
Moi, j'ai pensé à ça tout de suite en arrivant. Est-ce qu'on se le dit entre collègues militaires dans l'avion ou lorsqu'on on débarque? Est-ce qu'on s'avoue à être un peu anxieux ou Non, non? On a non. l'air tous d'étoffes. Puis... Ben, on est prêt. Chacun vit ça intérieurement également. Euh, Puis ce qui est intéressant, c'est que autant un soldat pouvait parler à un soldat qu'un soldat pouvait venir voir un officier ou aller voir son adjudant-maître. Donc, c'est ça, là. Donc, c'était le soutien mutuel de chacun qui devenait important là-dedans pour faire avancer puis arriver à notre mission en bout de ligne. Puis c'est un peu de même que les soldats sont entraînés pour partir. Puis on le ressent sur le terrain. Puis lorsqu'on le revient, on le ressent encore parce qu'on garde beaucoup de contact là, avec nos chums, que ce soit la grande famille militaire, qui ont vécu les mêmes choses que nous au même moment. On se tient, donc on reste en contact. Puis, qu'est-ce que je n'ai pas vécu dans mes premières missions, je l'ai vécu avec la dernière. Donc, j'ai vu une grosse différence. Là. Et parlez-nous justement de cette mission. Bah, ma dernière mission en Afghanistan en 2009. J'ai quitté, ça devait être le 3 ou le 4 avril, puis on s'est rendu là-bas. Mon rôle était sergent-major d'escadron. On était 154 ingénieurs de combat qui allaient généralement être déployés sur des bases avancées avec des compagnies d'infanterie. Et c'était quoi votre rôle au juste? Moi, mon rôle, c'était le rôle du sergent-major, c'était la discipline au sein de l'escadron, en même temps qu'être aviseur, autant pour le commandant que pour les troupes. L'expérience qu'on amène aussi avec le passé qu'on a passé à travers, puis être un peu je dirais, le papa de la gang. Donc, c'est un peu ça, là, c'est la façon que moi j'ai joué mon rôle. Donc, quand on est parti, le major Pépin, qui était le commandant, puis moi, le sergent-major, on formait une bonne équipe, puis on la faisait transparaître aux troupes. Puis on était là aussi également aux besoins de nos gars, malgré le fait que la majorité de nos troupes étaient déployées avec des compagnies où ce qui était sous la charge de compagnies d'infanterie et ou d'artillerie. Il était quand même, on sentait qu'il était en bonne main, mais on était tout un peu inquiète en tant que sergent-major de comment est-ce que nos gars vont revenir de la mission à pied, comment est-ce que nos gars ont senti. Donc, c'était Il y avait une certaine responsabilité, là. Oui, on avait je vais dire oui, une grande responsabilité. Puis, on se rend compte après que c'était une très grosse responsabilité. Puis, à un certain niveau, avec ce qui est arrivé en Afghanistan, c'était un peu inhumain de prendre tant de responsabilités que ça. Pour un commandant, puis pour un sergent-major, puis que ce soit un adjudant de troupe ou un sergent, on veut que le bien pour notre monde, mais on pouvait pas arriver à la fin de la mission avec les désirs qu'on s'avait promis au début. Moi, avant que je parle de mon accident, il faut dire que dans mon escadron, on a 2 ingénieurs qui étaient décédés, caporal Bobette, puis alors qu'ils ont été qui sont décédés par une attaque d'une bombe improvisée, le 1er août. Ensuite de ça, le 27 juillet, juste un petit peu avant, on a le caporal-chef OB, que lui, c'est lors d'un nettoyage à l'intérieur d'une maison suspectée qui a pilé sur une mine qui s'est fait arracher une jambe. On a eu après ça l'adjudant La Tulipe, que son véhicule a sauté, puis qu'il
lui aussi a été évacué avec des problèmes de dos, de jambes. Et ça, c'était des gens qui étaient sous votre Ça, responsabilité? il faisait partie, c'était tous des ingénieurs de combat qui étaient attachés à l'escadron avec qu'on travaillait. Donc, ils étaient tous dans le 51e escadron, puis qui étaient déployés avec de l'infanterie. Et Donc, on vit comment les fins de journée? Parce que là, vous nous en énumérez, puis je me dis, ben, pour cet homme-là, à la fin de chaque journée, avant de se coucher, il pense à quoi, Gino Savard? il ne pense pas. Il n'y a pas le temps? Non, on n'a pas le temps de penser, on n'a pas le temps vraiment de réagir. Je vous ai nommé des dates, mais c'est une courte période de temps. Ça, on parle d'à peu près 2 semaines, là, puis c'est arrivé. Puis ça, je parle des ingénieurs de combat. Si je énumérerais les fantassins à travers ça, on verrait que c'est à tous les jours qu'il peut arriver un accident. Donc, c'est comment est-ce qu'on vit, puis comment est-ce qu'on se couche. On essaie de se coucher pour oublier, puis on essaie de se lever pour être meilleur que ce qu'on a fait la veille. On sait qu'il y a d'autres choses qui peuvent nous arriver. Donc, le caporal-chef Aubé, je l'ai accueilli lorsqu'il est débarqué de l'aéroport, de l'hélicoptère à l'aéroport pour le rendre à l'hôpital. Je vais dire, c'est dur de voir un de ces gars avec une jambe en moins. Excuse. Caporal Allard puis Bobbitt, rôle du sergent-major encore une fois. Je suis allé chercher les sacs à l'hélicoptère. Je sentais le besoin d'être là. D'être fort. D'être là. Pour eux. Après ça, est-ce qu'on se doit aussi ou est-ce qu'on s'exige d'être fort, de ne pas flancher devant les hommes? oui, ça fait partie de ma personnalité. Puis on n'a pas le choix pour une seule raison, c'est que la mission n'est pas terminée. Puis on se devait, malgré toutes ces atrocités, je vais dire, qu'on peut voir, de continuer à cause qu'on en avait jusqu'au mois d'octobre. Donc, on ne peut pas flancher, on ne peut pas être faible devant nos hommes. Mais en même temps, on est humain. En même temps, on est humain. Puis il n'y a rien à être, je veux dire, être faible ou être fort. La question est peut-être comment je dois être c'est quoi le message que je dois dire aux gars pour qu'eux, après qu'ils aient fait la cérémonie de la rampe, puissent retourner. Et qu'est-ce que la cérémonie de la rampe? La cérémonie de la rampe, c'est lorsqu'il y avait des décès canadiens, que ce soit des Canadiens. C'est qu'on fait une cérémonie où on ramène le plus de monde possible du bataillon ou du contingent pour que les cercueils passent puis qu'ils s'en viennent, qui embarquent dans l'avion puis qui s'en viennent pour le Canada, là, pour que les familles en prennent charge. Donc ça, c'était dur. Il y en a eu beaucoup en 2009. Combien exactement? Souvenez-vous? Je dirais 25. 25, 26, peut-être que je me trompe. Puis sur ce chiffre, ingénieur de mon escadron, il y en a eu 4. Bataillon d'infanterie, c'était à peu près la même moyenne, 3-4 par compagnie. C'est beaucoup. C'est beaucoup de monde que tu as côtoyé, que tu perds du jour au lendemain. Et lors du retour, Gino, lorsqu'on revient, lorsque la mission est terminée, et dans l'avion, qu'il nous manque 4 collègues, 4 gars, c'est quoi l'ambiance? Comment ça se passe dans l'avion? Mais dans l'avion, il nous envoie une semaine, il nous envoyait à Chypre faire une semaine de décompresser, dans le fond, mais je vais dire, cette semaine-là, on ne la vit pas.
on est toujours dans nos histoires. Lorsque moi, j'ai eu mon accident en 2009, on a sauté sur une bombe le 6 septembre, parce que le major Pépin et le caporal Drouin sont décédés. C'était un autre coup dur là, pour un escadron là, qui vient de perdre le commandant. C'était lui qui était le boss de l'escadron. Je vais dire, c'est 6 septembre, la mission finissait début octobre, on commençait à avoir des vols de retour. C'est que la mission finissait. Nous autres, on allait faire des visites de courtoisie. On peut dire courtoisie dans le sens où on amenait le courrier puis avec le commandant du groupement tactique, qui était le colonel Paul à ce moment-là. Puis moi, mon véhicule a fait un 180. Caporal Drouin puis Major Pépin sont décédés sur le coup. Moi, je me suis ramassé sous le véhicule avec m'a causé des vertèbres qui ont été fracturées. Il y avait une extension parce que les gens étaient encore dans le véhicule. On était 7 à l'intérieur du véhicule, donc il y a fait beaucoup de monde là, que ça a brassé. Là, à ce moment-là, c'est l'attente. On ne sait pas ce qu'on est. Moi, j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé, j'étais sous le véhicule, coincé, sauvé par la tourelle. On parle à peu près d'un 18 à 20 pouces d'épais. Sans ça, je ne serais pas là aujourd'hui pour en parler. J'avais la tête coincée dans mon casque. Tout d'un coup, toute la poussière est tombée, que tu t'es réveillé, puis tu te rends compte où ce que tu es rendu dans toute cette histoire-là. Là, c'est le mode survie qui embarque à l'intérieur du véhicule. Ça crie, ça pleure. Toi, tu es coincé, tu ne peux plus bouger. Je demande aux gens, c'était moi qui étais un petit peu là, j'étais l'adjudant-maître, donc je demande aux gens de voir s'ils étaient en mesure de vous parler avec le major pour voir qui était encore blessé et où les résultats qu'on connaît, mort, mais là, je me réveille sur le véhicule. La seule chose que je voyais, c'était un petit trou là, qui restait. Donc là, je me pose la question, comment je vais me sortir de là? C'est quoi le signal que je peux donner? Je n'avais plus d'armes, je n'avais pas accès à mon gun qui était... mon pistolet qui était attaché à ma jambe. J'avais seulement un bras disponible, l'autre était coincé sous mon corps. Donc là, ce qu'on pense, on pense à la mort. Donc, au fond, on ne sait pas ce qui est arrivé aux autres véhicules. On était 4 véhicules. Là, il y a le trou. Si je tire une roche pour voir, montrer à quelqu'un que je t'en viens ici, peut-être que c'est un taliban qui va venir puis que ça va être ma dernière roche que je vais tirer. Donc, on pense un peu à tout ça. Puis d'entre-temps, je me suis rendu compte que j'avais encore mon radio, parce qu'on communiquait les véhicules ensemble, accroché à l'épaule. Donc, j'étais en mesure de trouver le piton pour appuyer dessus, pour envoyer un signal comme quoi qu'il y avait des blessés graves, peut-être des morts, puis que moi j'étais coincé, puis je ne connaissais pas tout l'état exactement. Donc, le colonel Paul avait répondu à ce moment-là, OK, on s'en vient. Donc, on avait une drill, puis il fallait que la drill soit respectée pour avancer lorsqu'un véhicule avait subi une explosion ou quelqu'un avait sauté sur une mine ou une bombe. Donc, ça a pris à peu près une vingtaine de minutes avant que les gens puissent se rendre au véhicule puis prendre charge du véhicule, tout en arrivant sécuritairement. Ça. Donc, par la suite, ils nous ont évacués les uns après les autres. Puis, ils nous ont emmenés là, par hélicoptère là, sur la base. Puis, à ce moment-là, lorsque j'étais rendu à l'hôpital,
Il y avait une major Bouchard qui était en charge du contingent médico-canadien, qui était une bonne amie au major Pépin, qui est venu m'annoncer pendant qu'il me faisait de la couture dans le visage, puis que j'étais étourdi un peu, là, que le major Pépin était décédé à ce moment-là. On avait une bonne idée au départ lorsqu'on a quitté, mais on ne veut jamais se le faire dire, puis on ne veut jamais l'entendre non plus, donc c'est... On part pas on part pas en, comment dire, on part pas en gang, en peloton, en se disant, il y en a qui ne reviendront pas, là. Non, puis le but c'était de ramener tout le monde, mais c'est impossible, ça a été impossible. Puis que ce soit un major, que ce soit un soldat, un adjudant-maître, tout le monde part sur le même pied d'égalité. Donc ça devient très, très dur de tout accepter, cette douleur-là, là, en si peu de temps. Est-ce que vous êtes revenu avec le peloton à la fin de la mission ou vous êtes revenu avant? Moi, ma condition médicale me permettait de rester sur le camp. Je ne voulais pas vraiment quitter les gars et les filles là, qui étaient de l'escadron avant. Puis malgré tout ça, il a fallu que je quitte dès le premier vol là, pour le Canada pour être pris en charge plus pour les blessures que j'avais. Mais c'est dur de laisser notre monde en arrière en sachant qu'est-ce qui peut les attendre. Mais je vais te dire, si on est rendu là puis on passe à travers tant d'épreuves, c'est des personnes fortes, c'est des personnes très courageuses, résilientes puis qui connaissent le métier. Et lorsqu'on est de retour, le Gino Savard est comment? Il est différent. Très, très différent. Mentalement, physiquement. Puis ça paraît également là, sur le côté familial. Est-ce trop indiscret de vous demander comment? On est plus... moins patient, plus nerveux. Les petites choses que les familles voient gros, qu'après avoir passé à travers tout ça, on trouve ça un petit peu plate, banal, de prendre tant de l'attention pour des petites choses de même. Mais je veux dire, c'était ma dernière mission. Avec mon expérience, je pensais jamais de vivre une mission de même. Puis on ne sait pas quel type de mission qu'on va vivre. Vous en avez vécu 4 auparavant où c'était des missions avec l'ONU. Celle-ci était avec l'OTAN. On avait des risques, mais on ne pense pas qu'on va vivre tant de risques. On ne pense pas d'être en mesure non plus de survivre à ces risques-là. Donc, après tout ça, on peut se dire qu'on est chanceux, malgré tout, d'être de retour. Et vous avez été diagnostiqué avec un choc post-traumatique? Oui. Comment on vit aujourd'hui? On est encore en traitement. On essaye de faire des choses pour ne pas revenir hanté par nos histoires. Puis moi, c'est la façon-là que j'avais trouvé à ce moment-là. Moi, j'ai été libéré en 2014. Puis en 2013, je me suis ouvert une entreprise qui me permettait de ne pas penser aux démons. Puis c'était ma façon à moi que j'avais trouvé là, de m'auto-guérir. Est-ce que vous étiez suivi à l'époque? Oui, j'étais toujours suivi. Cependant, je me noyais dans le travail. Je faisais juste ça, donc c'était ma façon d'évacuer. Mais ça n'a pas été la bonne façon de faire. Puis c'est pas la façon que je recommanderais non plus. Les gens qui souffrent d'un syndrome post-traumatique, oui, on doit s'occuper, mais on doit s'occuper intelligemment et non pas se noyer dans le travail et faire juste ça non plus. Donc,
en 2000, fin 2016, l'entreprise a fermé. Je n'étais plus capable mentalement de suivre la cadence. Les idées venaient moins vite aussi. La dernière année était très dure aussi pour l'entreprise. Puis on se rend compte qu'on n'est plus le même gars, la même personne, puis que nos soins doivent devenir prioritaires. Et j'imagine que ça a une incidence aussi au plan familial. La famille, aujourd'hui, on vit des gros moments. Ma femme a vécu des grosses choses aussi, puis c'est compréhensif avec tout le stress qu'une femme peut vivre, un parent. On essaye de garder la famille unie le plus possible, mais la personne a tellement changé sans que ça paraisse ou sans qu'ils s'en rendent compte que ça a brisé des liens. Puis, donc aujourd'hui, on ne sait plus si on va refaire encore la vie commune ensemble ou on va avoir une séparation, mais c'est un peu là qu'on est rendu. Donc ça a pris quand même depuis 2009, tout près de 10 ans, 11 ans. On a essayé, mais on n'a pas, je pense pas être en mesure de sauver le couple. C'est un peu... C'est une autre étape. Ça devient dur aussi également là, au niveau mental à passer à travers tout ça. Et quels sont les appuis que vous avez présentement? Les appuis sont bonnes. Je vais dire, les forces ont mis sur pied des bons soins, autant pour les militaires actifs que pour les militaires retraités. Bien entendu qu'il faut que le militaire aille chercher les soins. Si tu ne vas pas chercher les soins puis tu restes chez vous, tu vas dire que les soins ne sont pas là puis que ça ne te convient pas. Mais si tu vas chercher les soins, plusieurs cliniques, ici la clinique TSO pour les personnes retraitées, sont ouverts à accueillir les militaires et à les aider. Puis moi, personnellement, je suis là depuis ma retraite en 2013. Puis ça me fait du bien. C'est de l'admettre aussi, de se l'admettre qu'on a besoin d'aide. J'imagine que c'est une des étapes les plus difficiles. Ben oui, à cause au début, tu es un peu dans le déni de tout ça. Hein? Tu te sens plus fort que tout le monde. Tu as vécu des choses horribles. Tu as besoin d'être soigné, tu as besoin d'être pris en charge à cause c'est très inhumain là, de vivre de telles expériences. Mais tu penses d'être capable de le faire tout seul. Qu'est-ce que moi je pensais avec l'ouverture de mon entreprise. Mais je me suis rendu compte que ça n'a pas été le cas. Ça a passé proche que je vais aller rejoindre mes collègues décédés en fin 2016. Donc, c'était le temps que j'arrête, puis c'était le temps que je pense à moi. Et pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont militaires ou vétérans, quel serait le message que vous leur livreriez? Bien, premièrement, c'est que ils ont choisi le meilleur métier du monde. Deuxièmement, c'est s'ils l'ont fait, c'est qu'ils peuvent faire une différence, puis qu'ils peuvent amener beaucoup de bien à un monde si tiraillé, puis qui croient en eux, car les militaires canadiens sont les meilleurs au monde, puis les personnes qui sont engagées aujourd'hui le font par principe, par valeur, puis en connaissance de cause. Donc, moi, ce que je peux lui dire, c'est un gros merci, puis de continuer la mission, comme un peu toutes nous autres qu'on a faites, de nos ancêtres militaires qui ont combattu aussi ardemment que nous autres. Est-ce que vous retourneriez dans l'armée?
je ferais la même carrière. J'ai tellement aimé l'esprit d'équipe, les défis, la façon dont l'armée a changé. C'est juste pour le mieux. Puis aujourd'hui, embarquer dans l'armée, tu t'embarques dans une famille, puis ta famille, c'est tous les militaires, indépendamment du métier, indépendamment de la couleur de l'uniforme. On a tous besoin d'un et l'autre, puis c'est ça qu'aujourd'hui que l'armée est belle, puis c'est ça qui est valorisant de voir que c'est une unité et non pas une armée. Donc, oui, demain matin, je m'enrôle. S'ils sont en mesure d'enlever mes blessures, je peux faire un autre 5 ans. Gino Savard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir, Vinick.